Bonsoir à tous, il est 20h. Un titre à la une ce soir, édition spéciale consacrée au crash survenu ce matin dans les Alpes. Un A320 de la compagnie allemande Germanwings s'est écrasé en pleine montagne. Il y a 150 morts, aucun survivant. Des Allemands, des Espagnols, des Turcs. L'appareil reliait Barcelone à Düsseldorf. Plus de 600 secouristes sont sur place. C'est la pire catastrophe aérienne en plus de 30 ans sur le sol français. Erreur humaine, problème technique. Que sait-on précisément ce soir? On retrouvera nos envoyés spéciaux, nos spécialistes, le général David Galtier en charge des recherches et Jean Serra sera avec nous en plateau. Voilà pour ce grand titre. D'abord une image. Regardez, il s'agit de la zone où s'est écrasé l'appareil, près de Digne, dans le massif des Trois-Évêchés. L'impact a eu lieu à 1500 mètres d'altitude environ. Une zone escarpée, difficile d'accès, il y avait 150 personnes à bord de l'avion. On va revenir bien sûr sur le fil des événements, sur l'émotion aussi très vive ce soir. D'abord les toutes premières images commentées par Olivier Théron et Virgile Yadot. Il était un peu moins de 11 heures quand le crash a eu lieu. L'appareil avait décollé un peu avant de Barcelone. Il faisait route vers Düsseldorf quand l'avion a subitement décroché. La chute a duré 8 minutes. Le récit détaillé avec Franck Genozo et Camille Lemeur. Le vol 4U9525 n'aura duré que 37 minutes. Avant de se pulvériser contre les parois rocheuses du massif de l'Estro. Cet appareil, le voici filmé il y a une semaine par un amateur au moment du décollage. Un A320 qui a ce matin quitté l'aéroport de Barcelone peu après 10 heures. Une demi-heure plus tard, l'avion se présente au-dessus des Alpes. Trajectoire classique pour rallier Düsseldorf en Allemagne, sa destination. Les premiers témoins évoquent un avion volant à basse altitude. J'ai entendu ce moteur assourdissant, là, ce vacarme, ce bruit d'avion là. En fait, il a dû passer derrière les reliefs là-haut et en fait, il s'est craché là-bas à l'envers. On n'a pas vu directement, seulement on a entendu, ça faisait un bruit sourd. Aussitôt, les premiers secours arrivent sur place, guidés par les villageois qui découvrent l'impressionnante zone du crash. Ce que j'ai vu de loin, c'est des débris éparpillés sur environ 500 mètres. On aperçoit, on devine l'impact de l'avion. Ce qu'il y a, c'est que c'est très difficile d'accès à pied, même pour les militaires. Il y a des gars du village qui les ont accompagnés gentiment. Et vraiment, des débris, il y en a de partout. Et c'est très accidenté, c'est très en pente comme terrain. Les secours établissent leur poste de commandement à la Seine-les-Alpes, à 15 km de la zone de l'accident. Des dizaines d'ambulances affluent. Des véhicules de montagne sont également acheminés. C'est d'ici que partent les premières reconnaissances. Par hélicoptère, avec à leur bord des gendarmes spécialisés dans les interventions en zone difficile d'accès. À leur retour, le constat est amer. Il n'y a plus personne à sauver. C'est comment sur zone alors? Montagneux. Quelque chose? Non, ce n'est pas pulvérisé. Bonsoir Jean Serra. Vous êtes ancien pilote, vous êtes spécialiste d'aéronautique et d'aviation. On va vous entendre dans un instant et on va entendre également votre analyse. Mais d'abord, je me tourne vers vous, Nicolas Châteauneuf, bonsoir. Car vous avez ce soir des précisions sur ces 8 minutes où tout a basculé. Une image encore de l'émotion à l'Assemblée nationale où 1 minute de silence a été observée cet après-midi. Visage grave, les députés se sont recueillis en mémoire des victimes. L'hémicycle était, vous le voyez, quasi plein. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur ce crash. On y reviendra dans quelques minutes à la fin de ce journal. À quoi ça sert? Ça sert, non, c'est pas pour des raisons de fric, c'est parce qu'on me le demande, parce que j'ai encore une fois la prétention d'écrire avec un souci de la forme que tout le monde n'a peut-être pas, qu'on me dit j'ai envie de les lire, qu'il y avait des nouvelles, que j'étais heureux. Effectivement, une priorité dans leur propre pays d'accès à l'emploi et aux allocations familiales. Mais Madame Pullard, si je vous suis, il y a encore toute une série d'espaces de la fonction publique qui sont réservés aux Français et interdits aux étrangers, je vous signale. Et ça vous a jamais choqué? Je vous ai jamais entendu dénoncer ça. Bien sûr que ça Bon, je vous rappelle que c'est rigolo d'ailleurs parce que votre père avait signé un manifeste pour la Martinique aux Martiniquais. La Martinique aux Martiniquais. Bon, donc moi c'est la France française. Oui, on parle de nos pères, il n'y a pas de souci. Et est une question centrale. Chaque fois qu'on a baissé les charges sociales, il y a un récent rapport de l'INSEE qui est très intéressant, qui montre que les allègements de charges de 93 à 97 ont créé 400 000 Ça a été contesté par tous les économistes, le rapport.
Non, mais je ne sais pas les économistes d'autres. En tout cas, l'INSEE existait avant les 10 économistes. L'INSEE a contesté ce rapport lui-même. Ah bon, peu importe, continuez. Alors, baisse des charges. Enfin, pardon, on n'est pas à l'université. Enfin, je veux dire, excusez-moi, mais continuez. Merci, merci, monsieur le professeur. Non, mais si vous étiez mon élève, vous n'auriez pas fait cette erreur. Non, mais pardon, mais je ne le suis pas, justement. Bon, justement, c'est peut-être dommage pour moi. Mais, enfin, merci de me donner l'autorisation de continuer, Chabot. Mais ça ne se passe pas comme ça. Chacun peut avoir ses convictions. La question de l'allègement des charges est une question centrale. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on allège les charges, on rend le coût du travail moins cher. Être élus dans leur mairie, dans leur circonscription, n'ont pas à avoir honte du travail qu'ils font, bien au contraire. D'ailleurs, les résultats... Lorsque je parle de honte, je parle de honte de la direction de l'UMP. Mais l'UMP, je ne parle pas du militant, de l'adhérent ou du sympathisant. Les élus, attendez, on est élus dans nos collectivités. Moi, je n'ai pas honte de mon travail, ni dans ma ville, ni dans ma circonscription, ni à la tête du groupe UMP. Donc, il ne faut pas non plus partir dans tous les sens sur ce sujet. Mais on ne part pas dans tous les sens, Christian Jacobin. Aucun président de la Ve République n'a été aussi impopulaire que vous. Déception profonde, crédibilité envolée. Si vous aviez voté pour François Hollande il y a 2 ans, et vous l'avez fait, vous avez voté pour François Hollande il y a 2 ans, seriez-vous déçu? Je serais impatient? Pas déçu. Je savais quelle était la situation du pays. Je n'avais pas d'ailleurs dissimulé. Elle était grave. Des déficits considérables, une dette qui avait progressé de 600 milliards, une perte de compétitivité, une zone euro qui était dans la turbulence. Enfin, franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait, dès le lendemain, des lendemains qui auraient chanté. Président d'honneur du Front National, Jean-Marie Le Pen. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. Vous vous faites rare ou on vous oblige à être rare? C'est rare, probablement. Oui, enfin, on ne m'oblige pas, mais je crois qu'on m'invite moins. Oui, pas seulement. On a tort. Parce que dans votre propre parti, on vous considère encore comme un gêneur. Comme si vous étiez coupé de la nouvelle génération. Le gêneur, Le Pen. On me considère comme un sage, comme un gourou en quelque sorte. Joly sera présente au 2e tour. Je ne peux pas vous répondre aujourd'hui. Ce serait mentir que de dire avec certitude que oui. Mais en tout cas, ce pourquoi nous... Au 2e tour oui, c'est pas l'évidence, on va se dire les choses franchement. Mais ce pourquoi nous travaillons tous, Eva Joly d'ailleurs, qui est notre candidate et qui porte très bien cette orientation-là. Sa candidature n'est pas en danger aujourd'hui. C'est faire l'inverse, justement. Alors, c'est déjà bien, on a un point d'accord. Rendez-vous compte, c'était pas gagné. Hein? Parti comme vous étiez parti. Alors, donc vous êtes bien d'accord que j'ai le droit de leur parler. Parce que comment on fait revenir vers le camp républicain des gens qui sont partis? Ils sont partis pourquoi? Vous n'avez pas posé la question? Parce qu'ils souffraient. Et ça ne sert à rien de les culpabiliser. Surtout quand on souffre moins qu'eux. Voter pour Le Pen, c'est un acte de désespérance. Dangereusement libertaire, qui est un provocateur, qui est un jongleur de mots. Parfois, le mot retombe bien, parfois le mot retombe mal. Mais dans le concret, madame, qu'a-t-il fait de mal? Donc les mots ne sont pas des actes, c'est ce que vous dites. Les mots peuvent être, à un moment donné, quand ils sont reliés à l'exercice du pouvoir, des actes. Oui. Mais les mots, quand ils sont des jeux de mots, je vous renvoie à Freud et à l'extraordinaire étude qu'il a fait là-dessus, expriment tout autant ce que l'autre ressent que ce que l'homme dit. Je vais prendre un exemple. Quand il a parlé du fameux bal de Vienne, lequel avait été, je le rappelle, pour nos téléspectateurs, interdit par Hitler. Et puis de cette fameuse fraternité dans laquelle il y avait quand même 2 Allemands qui ont participé au complot contre Hitler et qui ont été exécutés. Il a dit c'était Strauss sans Kahn. D'accord? Quand j'ai entendu ça, j'ai fait comme dit ma fille, gloups. Et puis quand j'en ai discuté avec lui... Hier, vous avez dénoncé comme jamais, hein, ceux qui ont accepté, disiez-vous, de livrer au chien l'honneur d'un homme et finalement sa vie. De livrer au chien. La phrase est forte. C'est ce qui m'est venu naturellement sous la plume. Il était écrit, je me dis, oh, c'est peut-être un peu fort. D'autant plus que j'aime beaucoup mieux les chiens que les gens auxquels je pense. Mais finalement, j'ai dit, ben non. J'exprime ce que je pense. Toutes les explications du monde ne justifieront pas qu'on ait pu livrer au chien l'honneur d'un homme et finalement sa vie au prix d'un double manquement de ses accusateurs aux lois fondamentales de notre République.
celle qui protège la dignité et la liberté de chacun d'entre nous. Madame Chazal, la Commission a-t-elle dit ce qu'a fait la France est légal? Oui ou non? Je n'ai pas entendu votre réponse. Sans doute, oui, bien sûr. Ah bon. Stratégie vieille comme le monde. Nous sommes passés, comme vous le savez, pour le Deutschmark, pouvez-vous me dire les chiffres? La France a combien de droits de vote? Vous savez ce que c'est le seuil de pauvreté en France? Oui, monsieur. C'est combien? Oui, monsieur. C'est combien?